L'art contemporain ne détruit pas le patrimoine, il le réinvente. Ses œuvres ne s'exposent pas dans des galeries, mais dans les plus beaux monuments de France. Bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Marion. Aujourd'hui, je vous présente un parcours culturel où le patrimoine du passé rencontre le patrimoine du présent grâce au partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et le Centre National d'Art Plastique. Dans toute la France métropolitaine, l'art contemporain s'invite dans 7 de nos hauts lieux patrimoniaux français, comme le Château ducal de Cadillac-sur-Garonne, la Tour de la Chaîne, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, le Château d'Oiron, l'Hôtel de la Marine, le Château de Pierrefonds et le Château de Châteaudun. Les vacances sont encore loin? Voilà de quoi patienter, ou mieux, planifier votre prochain détour artistique. La plupart des rencontres durent jusqu'en fin d'année. Aujourd'hui, je vous emmène au Château ducal de Cadillac, où trône le carrosse de Xavier Weyland, et à La Rochelle, dans la Tour de la Chaîne, qui accueille Ad Infinitum de Tania Moreau. C'est dans la cour de ce château du XVIIe siècle marqué par une double histoire que repose aujourd'hui le carrosse de l'artiste Xavier Weyland. Ce lieu fut d'abord la prestigieuse résidence du duc d'Épernon, figure de pouvoir et ancêtre des mousquetaires, avant de devenir bien plus tard la première prison pour femmes en France. Il y a d'ailleurs une autre œuvre d'art contemporaine dans ce château, une chouette de l'artiste Julien Salot, acquise suite à son exposition ici en 2017. Installée au cœur de cette cour d'honneur jusqu'au 2 novembre 2025, cette œuvre entièrement réalisée en tôle pliée et soudée impressionne par ses dimensions. 3 tonnes et 15 mètres de long. Elle revisite de manière contemporaine l'un des carrosses emblématiques de Louis XIV. Déjà remarquée lors de son apparition à la cour de Versailles en 2009, la sculpture évoque à la fois la vitesse avec ses chevaux lancés au galop et la fuite, peut-être celle de Louis XVI pendant la Révolution française. Sa couleur violette associée au deuil royal sous l'Ancien Régime accentue l'étrangeté de cet équipage fantomatique privé de cochers comme de passagers. Xavier Weyland, qui intègre dans son processus des techniques numériques telles que la captation 3D ou le photomontage, confère à ses formes une esthétique cinétique et futuriste. Avant d'être installé ici, le carrosse était en dépôt à Metz pendant plusieurs années et a dû bénéficier d'une restauration complète et d'un nettoyage en profondeur nécessaire pour lui redonner tout son éclat dans le cadre de cette programmation artistique. Regarder, c'est bien, interroger, c'est mieux, place à l'éco-critique. Commençons par la composition. Le carrosse est entièrement réalisé en tôle, un matériau souvent composé d'acier ou d'aluminium, deux métaux particulièrement énergivores à produire. L'extraction, la transformation, le transport, tout cela demande beaucoup d'énergie. Et quand on parle d'une sculpture de 3 tonnes, il faut une grande quantité de matière et potentiellement beaucoup d'énergie pour la produire. Autre point à considérer, c'est 15 mètres de long. Une œuvre de cette taille nécessite un transport spécifique, ce qui implique une logistique lourde, donc une consommation d'énergie importante, surtout si les camions ou les engins de manutention utilisés ne sont pas électriques. Je ne sais pas si ici le transport a été optimisé ou non, mais la question mérite d'être posée. Alors, comment créer aujourd'hui une œuvre aussi spectaculaire de manière plus éco-responsable? Utiliser de la tôle issue de matériaux recyclés pour limiter l'impact lié à la production de matières premières, favoriser une production locale directement sur le site ou à proximité pour réduire les trajets, et pourquoi pas imaginer des œuvres monumentales in situ qui épousent les lieux sans avoir à être déplacées sur des centaines de kilomètres. N'hésitez pas en commentaire à écrire votre analyse et même à proposer d'autres alternatives. Sans transition, allons visiter la Tour de la Chaîne à La Rochelle pour découvrir la deuxième œuvre du parcours patrimonial Bienvenue. C'est la plus petite des 3 tours qui bordent le Vieux-Port. Comme son nom l'indique, c'est depuis cette tour que l'on manœuvrait autrefois une immense chaîne permettant de fermer l'entrée du port. Une fonction défensive, bien ancrée dans l'histoire maritime du XIVe siècle. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule tour du port à accueillir de l'art contemporain. À la tour de la Lanterne, on trouve une œuvre de Jean-Pierre Pincemain, un sol en béton parsemé d'un module en arc de cercle blanc et noir, ainsi que de magnifiques vitraux signés Gottfried Honegger, tous deux issus des collections du Knapp. Ce qui est sublime, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être face à des œuvres d'art contemporaines. On dirait qu'elles ont toujours été là. Bravo aux artistes. Et puis, au cœur de la Tour de la Chaîne, c'est une toute autre ambiance qui nous attend. Un lieu sombre, intimement lié à l'océan, ce qui rend d'autant plus cohérente l'installation d'Ad Infinitum, une œuvre vidéo de Tania Moreau qui filme de vraies forces de la nature, des baleines.
en noir et blanc, en très gros plan et dans une boucle à l'infini, je ne comprenais pas exactement ce que je voyais. Et très vite, une forme d'inquiétude s'est installée. Le noir et blanc, les ralentis, les champs profonds, je pensais assister à une scène de danger, peut-être même de braconnage. J'avais l'impression que ces baleines étaient en détresse, qu'il se passait quelque chose de grave, alors qu'en réalité, pas du tout. En fait, ce que l'on voit, ce sont des baleines adultes qui transmettent à leurs petits l'art de remonter le courant pour rejoindre les côtes de l'Alaska. Une scène banale dans le monde animal, un moment de transmission et d'apprentissage. Et c'est là que l'œuvre est puissante. Elle nous pousse à projeter nos peurs, nos angoisses, notre imaginaire sur une scène naturelle. Mais surtout, l'œuvre questionne en profondeur la manière dont nous percevons le vivant et plus largement, les liens que nos sociétés ont noués avec la nature, exploitation, commerce, contrôle des ressources. On se retrouve face à des formes de vie qui nous dépassent, au cœur d'un océan obscur, presque infini. Et en sortant, on se demande jusqu'où peut-on continuer à croire que cet infini est inépuisable. Regarder, c'est bien, interroger, c'est mieux. Place à l'éco-critique. Par définition, une œuvre vidéo ne peut pas être qualifiée d'éco-responsable. Un écran de projection grand format consomme de l'énergie, surtout s'il fonctionne toute la journée dans un lieu patrimonial. Les vidéoprojecteurs ont une durée de vie limitée et nécessitent des ressources rares pour leur fabrication. L'équipement sonore et l'environnement de diffusion, climatisation, obscurité, participent aussi à l'empreinte énergétique. Mais ici, on ne peut pas s'arrêter à une analyse purement technique. L'œuvre délivre un message écologique fort, pertinent et surtout sensible. Elle provoque une prise de conscience, non pas par le discours, mais par l'expérience sensorielle, émotionnelle. Et c'est là que le geste artistique a du sens. Il ne s'agit pas de verdir un dispositif pour cocher une case ou se donner bonne conscience. On n'est pas dans un greenwashing culturel. Il s'agit de détourner la technologie, souvent associée à la performance et à la vitesse, pour faire exactement l'inverse. Ralentir, contempler, écouter. Donc non, une œuvre vidéo n'est pas écologique au sens strict, mais elle peut participer à une écologie de la pensée, de la perception et du rapport au vivant. Et ça, c'est peut-être tout aussi essentiel. Alors, comment créer aujourd'hui une œuvre vidéo de manière plus éco-responsable ? On peut proposer des horaires de projection fixes, voire sur réservation, pour anticiper quand allumer et éteindre le vidéoprojecteur, à condition bien sûr d'utiliser un matériel adapté, comme des modèles LED ou laser plus récents, qui supportent mieux les allumages fréquents avec une consommation plus stable. Pensez aussi au design de l'installation, des matériaux recyclés ou durables pour l'accrochage, pas de mobilier superflu. Et enfin, jouer la carte de la transparence. Inclure une carte d'identité environnementale de l'œuvre, matériel utilisé, estimation de consommation, choix éthique. Ce n'est pas un alibi, c'est une façon d'ouvrir la discussion et de montrer que l'artiste, le lieu ou le commissaire ont pensé à l'impact. Bref, même si une œuvre vidéo ne sera jamais totalement neutre, on peut tout à fait en atténuer l'impact et surtout en faire un levier de conscience écologique dans la forme comme dans le fond. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez, à partager cette vidéo dans vos stories ou à vos proches pour la diffuser et soutenir mon travail. Laissez-moi un petit cœur sur cette vidéo si vous voulez que je visite les autres lieux de ce parcours d'art contemporain et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes prochaines visites.